garantir et couvre les trois termes déjà évoqués, à savoir donner, faire ou ne pas faire. Autrement dit, d'une autre façon très claire et nette, l'obligation de donner désigne l'obligation de transférer la propriété d'un bien. Donc, cette obligation de donner caractérise le contrat de vente et le contrat de donation. Le donateur donne, le donateur reçoit. Il n'a cependant une réalité que lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas par le seul effet de consentement. C'est le cas par exemple de l'acheteur et vendeur. Donc le vendeur est tenu de transférer la propriété de la chose vendue aux acheteurs et l'acheteur est tenu de payer la contrepartie de la chose vendue. Ça pour l'obligation de donner. L'obligation de faire conduit son débiteur à accomplir une prestation positive en faveur de créanciers. Par exemple, le garagiste est débiteur d'une obligation de faire, toute comme le maçon. Lorsque l'obligation de faire présente un caractère personnel, et c'est ça ce que nous avons vu, lorsque l'obligation de faire présente un caractère personnel, voire intime, la prestation n'est pas susceptible d'exécution forcée. La seule sanction est dans l'allocation de dommages et intérêts. Un temps, la jurisprudence avait admis la possibilité de contraindre le débiteur d'une promesse de vente à accomplir son obligation de faire. D'autres classifications, à côté de l'obligation de donner, de faire, l'obligation de ne pas faire. Le débiteur d'une telle obligation est tenu de s'abstenir de certains faits et gestes. L'obligation de ne pas faire est le plus souvent une obligation accessoire, à l'exemple de l'obligation de ne pas concurrencer telle personne. L'obligation est alors contenue dans une clause de non-concurrence fréquente dans les contrats de travail. Cette clause reçoit application lorsque le contrat est échu et résilié et doit être limité dans le temps et dans l'espace. Tel est également le cas des clauses de confidentialité par lesquelles une partie s'engage à conserver secrète une information. Donc, autre classification, si vous voulez, d'abord, tout le temps sur la classification des obligations par l'objet, on a l'obligation de résultat et obligation de moyens. Cette classification reprend en quelque sorte la distinction entre obligation déterminée et obligation générale de prudence et de diligence. Lorsque le débiteur de l'obligation est tenu de réaliser un résultat en raison même de la nature et des circonstances de l'exécution de l'obligation, ce débiteur doit atteindre le résultat objet de contrat. Son obligation est alors une obligation de résultat. Ainsi, le transfert ou bien le transporteur de personnes ou de marchandises ne serait échappé à la réparation de dommages en cas d'inexécution contractuelle en évoquant seulement qu'il a entrepris la diligence nécessaire pour éviter le dommage. Si le débiteur est tenu seulement de faire diligence et de prendre les précautions nécessaires pour atteindre le résultat escompté, son obligation est alors une obligation de moyens. Ainsi, le médecin est seulement tenu de faire preuve, c'est comme l'avocat, de diligence pour atteindre le résultat qui est la guérison de son patient. Donc, le médecin est tenu de faire le nécessaire pour atteindre le résultat de la guérison. Donc, c'est un résultat, ou bien c'est une obligation de moyens. Il doit néanmoins pratiquer la médecine conformément aux règles de la base de la science, de la médecine. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il aille une faute professionnelle à la base de la
survenance de dommages. L'intérêt de la distinction entre obligation de résultat et de moyens est important sur le plan de la preuve. Le débiteur d'une obligation de résultat pour échapper à la responsabilité doit prouver que la faute ne lui est pas imputable, ou bien ne lui est pas en compte, ou que le dommage a pour source une cause étrangère, telle la survenance d'un cas de force majeure, ou bien d'un cas de force majeure, c'est quelque chose qui est hors de sa volonté, tel que le tremblement de terre, le séisme, etc. Le débiteur d'une obligation de résultat, pour échapper à la responsabilité, doit prouver que la faute ne lui est pas imputable et que le dommage a pour source une cause étrangère, telle que la survenance, comme nous avons dit, de force majeure. Si l'obligation qui pèse sur le débiteur est une simple obligation de moyens, le créancier est tenu de prouver que ce débiteur n'a pas fait preuve de prudence et de diligence nécessaires pour atteindre le résultat escompté. Entre les deux types d'obligations, il y a déjà un renversement de la charge de la preuve. La Cour de cassation française ajoute à cette classification une obligation sous-entendue qui est l'obligation de sécurité. Le créancier d'une obligation dans certains contrats spécifiques est tenu d'assurer la sécurité de l'autre co-contractant. L'obligation de sécurité est considérée dans certains cas comme se rattachant à une obligation de résultat, telle dans le cas du contrat de transport. Dans d'autres cas, cette obligation est seulement identifiée à une obligation de prudence et de diligence. La classification des obligations entre celles de résultat et celles de moyens ne conçoit que pour les obligations de faire qui se subdivisent de facto entre obligation de résultat et obligation de moyens. Pour les autres obligations de donner et de ne pas faire, les obligations sont de résultat et le débiteur de ces obligations est tenu de respecter l'objet de son engagement. Donc, je vous donne un exemple pour bien assimiler cette obligation. Une obligation de moyens et de résultats. Obligation de résultat, ça veut dire qu'il est tenu de réaliser cet résultat. Si vous n'avez pas réalisé cet résultat, vous risquez d'être responsabilisé des dommages-intérêts. Résultat de moyens ou bien obligation de moyens, et ça veut dire vous avez, comme on dit, vous êtes obligé, si vous voulez dire, de présenter ou bien de prendre le nécessaire, de faire tout ce qui est légal pour atteindre cet résultat. Je vous donne un exemple très simple. Le contrat de transport, c'est une obligation de résultat. Donc le transporteur vous transporte par exemple à une destination bien précise. Donc c'est une obligation de résultat. Obligation de moyens, l'avocat et le médecin. Le médecin vous ne garantit pas le résultat de la guérison, mais vous garantit qu'il doit faire le nécessaire pour atteindre cet résultat. Mais vous avez le droit de responsabiliser le médecin dans cette obligation. Est-ce qu'il a vraiment pris le nécessaire? Est-ce qu'il a vraiment il est indiligence pour atteindre cet résultat? Par exemple, le retard diagnostique et d'autres éléments qui responsabilisent ou bien qui rend le médecin coupable, si vous voulez aller dans ce sens. La même chose pour l'avocat. Par exemple, il doit prendre tous les nécessaires devant la justice pour atteindre, par exemple, pour acquérir, si vous voulez, votre droit. Donc, une autre obligation, à travers, bien sûr, selon la classification de l'objet de l'obligation, obligation pécuniaire, obligation en nature et dette de valeur. L'obligation pécuniaire consiste à transférer la propriété d'une somme d'argent à une autre personne avec les incidences économiques et juridiques qui s'en suivent en cas d'inexécution contractuelle
de la part du débiteur. Le créancier pourra exercer tous les recours possibles, y compris la saisie des biens du débiteur, et les actions tendent à contraindre la personne défaillante à s'exécuter. Les obligations pécuniaires ayant pour objet une certaine quantité de monnaie peuvent être rattachées à des clauses d'indexation, pour se prémunir contre les risques d'inflation monétaire. L'obligation en nature est une obligation de donner dont l'objet est un cours certain ou une obligation de faire ou de ne pas faire, mais qui n'est pas de nature pécuniaire. S'il est possible de forcer le débiteur d'une obligation de donner à l'exécution dans les obligations de faire ou de ne pas faire, le débiteur peut parfaitement refuser de s'exécuter et il est impossible de forcer l'exécution dans ce cas. L'exécution de contrat se résume en l'octroi des dommages-intérêts. La dette de valeur se situe entre l'obligation pécuniaire et l'obligation en nature. Il a pour objet le versement d'une somme d'argent, sauf que le montant de ce versement réel et définitif à l'échéance est déterminé le jour de l'exécution. Ainsi, lorsqu'il s'agit de l'obligation alimentaire, le débiteur doit verser une pension alimentaire à une échéance déterminée, mais la valeur de cette dette est variable suivant le coût de la vie. Donc voilà une présentation brève entre l'obligation en nature et l'obligation, si vous voulez, pécuniaire. L'obligation pécuniaire a une valeur pécuniaire, c'est-à-dire qu'il est mesurable en monnaie ou bien en argent. L'obligation en nature, c'est une obligation, si vous voulez, d'habitude, c'est une obligation naturelle, si vous voulez, en quelque sorte, comme l'obligation alimentaire que les parents aient tenu de alimenter ses enfants, etc. Donc, après avoir vu une introduction sur la théorie générale des obligations, nous avons vu la définition et la classification des obligations, à savoir sa source, à savoir son objet. Et j'espère que bien vous assimilez comme on dit, ce cours ou bien cette leçon. Si vous avez des questions ou bien si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à nous signaler dans les commentaires. Et je vous souhaite un parcours excellent dans votre études et n'hésitez pas à